Merci Luc. Merci Laurence Descartes de nous avoir invités, toutes les deux, à traiter d'un sujet qui nous a réunis. Alors je vais déjà dénoncer les coupables. La coupable, rien de l'aventure qui nous réunit n'aurait pu avoir lieu sans Anne Pinjot. Anne Pinjot, conservateur, responsable de la sculpture au musée d'Orsay, m'a demandé un jour de refaire le tutu de la petite danseuse de Degas, avec évidemment l'aide des ateliers de couture de l'Opéra de Paris, dont on connaît le savoir et le goût en matière de costumes, et tout spécialement en matière de tutu. Ce tutu était en nylon, qui est un textile qui n'avait pas cours du temps de Degas. Le premier tutu avait été cousu par Jeanne, la nièce de Degas. Il avait disparu, et donc il fallait mettre fin à cette aberration qui était le tutu en nylon. Donc avec les ateliers de l'opéra, nous avons travaillé sur ce tutu, refait un costume de travail, comme nous pensions qu'il était nécessaire. Et puis, à force de m'intéresser au juponnage, j'ai fini par m'intéresser à la demoiselle qui était dedans, et c'est là qu'a commencé cette petite étude qui nous a réunis autour de la danseuse de Degas. Donc Camille, nous nous sommes vus, nous nous sommes rencontrés, et puis un jour, j'ai reçu ce livre, dont j'ai fait un hérisson vert, comme vous voyez, et j'ai vu Camille Laurence, la petite danseuse de 14 ans, sur la jaquette. Camille Laurence, la petite danseuse de 14 ans, sur la couverture. Même chose sur la fausse page de titre. Puis, sur la page de titre, Camille Laurence, la petite danseuse de 14 ans. Et je me suis dit, mais pourquoi pas la petite danseuse de 14 ans, un essai? La petite danseuse de 14 ans, un récit? La petite danseuse de 14 ans, une histoire, une étude, une mémoire, ma mémoire, des variations. Et finalement, j'ai décidé que votre livre s'appelait « La petite danseuse de 14 ans, une rencontre ». C'est donc de cette rencontre que je vais vous demander de nous parler, avec l'interrogation habituelle qui est « où, quand, comment et pourquoi ». Merci beaucoup, Martine. Merci beaucoup d'être là. Oui, mais comme le rappelait Martine Kahn, c'est surtout grâce à elle que ce livre a été possible, puisque en fait, ça faisait 30 ans que je travaillais avec une reproduction de la petite danseuse sur mon bureau, une carte postale en triptyque, on la voyait de face, de dos, de profil. Et voilà, au bout de 30 ans, je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce que j'ai un tel attachement à cette statue que j'allais voir dans différents musées, puisque, comme vous le savez, l'original était en cire, mais il y a différents moulages en bronze qu'on peut voir dans différents musées du monde. Et voilà, j'ai commencé cette enquête, et au fur et à mesure que je lisais des articles, des ouvrages sur Degas, sur la sculpture, je voyais revenir le nom de Martine Kahn, et j'ai vite compris que c'était auprès d'elle que j'allais obtenir le plus d'informations, notamment sur le modèle, qui était ce qui me passionnait le plus, en fait, ce que j'avais le plus envie de connaître et ce qui était le moins connu. Et donc, c'est ainsi que j'ai rencontré Martine, et que elle m'a apporté, je dois dire, surtout ce qui m'a vraiment fascinée et beaucoup émue, c'est que Martine Kahn m'a apporté les photocopies d'archives, et notamment d'archives de l'opéra, le registre de l'opéra, où on voit, par exemple, que Marie van Goethem, donc le petit modèle le jeune modèle qui a posé pour Degas, a été renvoyé de l'opéra en 1882, et voilà, et donc de voir vraiment l'archive, c'était un moment très, très troublant. Je sais que vous, l'archive, c'est votre domaine. Moi, je ne suis pas historienne, et ça a été une véritable aventure pour moi.
Le monde est dans un carton d'archives. Bien, maintenant que vous avez révélé que j'étais une des veuves de gars, ce qui va me mettre très mal avec les autres, car nous sommes nombreuses, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que vous ne vous êtes pas servi de la petite danseuse. Vous l'avez servie. Vous êtes parti à sa recherche et vous êtes parti à la recherche de la chair à l'intérieur du bronze. Et ça, je trouve ça même très émouvant. Vous l'avez écrit. Qu'est-ce qui compte le plus ? Comme si l'œuvre pesait plus que la vie. Et que pèse le destin du modèle ? Que pèse cette petite fille ? Étonnant d'ailleurs l'histoire, parce que regardez, dans les tableaux de Degas où on voit l'étoile en majesté, on ne sait pas qui elle est. Il en peint une seule, au devant de la scène, magnifique, devant le public, royale, elle vient de terminer sa variation. On ne sait pas qui elle est. Elle n'a pas de nom. Par contre, cette petite fille, qui certainement était dans les fonds de décor, qui n'a pas dansé longtemps, même pas 2 ans, qui n'avait aucune qualité de danseuse particulière. Elle a un nom, elle a une famille, elle a un destin, elle a une histoire. C'est quand même une belle revanche pour cette petite fille, non ? Oui, mais c'était cela le projet, et ce que je suis heureuse d'avoir réalisé. C'est d'avoir remis sur le devant de la scène, si on peut dire, où elle n'a jamais été, son histoire, son destin de vie minuscule, comme dirait l'écrivain Pierre Michon. C'est une vie minuscule, anonyme au départ, mais que j'avais envie de faire ressurgir du bronze, en effet. Alors, l'histoire de cette petite fille, c'est aussi l'histoire d'une famille, d'une famille parisienne, d'une famille pauvre, avec une mère qui s'en sort difficilement, avec 3 filles, le père a disparu, et qui trouve un engagement collectif à l'opéra pour ses filles, de façon à avoir quelques subsides. Ça, vous l'avez aussi tout de suite repéré, et parfois, vous le reliez même à des femmes de votre famille. Oui, alors c'est pour ça qu'on ne peut pas définir ce livre comme ayant un genre particulier, donc une rencontre, ça, je trouve ça magnifique comme sous-titre, parce que ce n'est en effet ni un récit, ni un roman, enfin c'est pas un roman, ça c'est certain, voilà. Mais oui, c'était, je voulais la faire renaître, du coup j'ai oublié un petit peu la question. C'est une famille. Oui, c'est ça, voilà. C'est l'histoire de cette famille. Et comme j'ai été amenée à aller chercher dans les archives de l'état civil, parce qu'il y avait un moment, il y avait une incertitude sur la date de naissance. Dans certains documents, on disait que Marie von Goethem était née en 1865, dans d'autres en 1864. Bon, je me suis dit, je vais aller voir directement dans les archives qui sont maintenant numérisées, donc c'est très facile de les consulter en ligne. Et c'était la première fois, au fond, que je me retrouvais au milieu de ces noms de famille, de ces émigrés, parce que en fait, c'est une famille belge à l'origine. Les parents étaient belges. Ils sont arrivés de Bruxelles. Alors, Marie est née à Paris, mais sa sœur aînée était née à Bruxelles. Et ils venaient chercher un petit peu moins de misère qu'ils n'ont sans doute pas vraiment trouvé. Enfin, je ne sais pas si la vie était tellement plus facile pour eux. Et donc, et en cherchant sa date de naissance, je suis arrivée. D'abord, j'ai retrouvé les 2 sœurs, effectivement, la mère. Et puis, soudain, je me suis dit, mais au fond, ma grand-mère était née à Paris. Un petit peu plus tard, au tout début du XXe siècle, mais mon arrière-grand-mère était absolument contemporaine de la petite danseuse. Donc c'est surprenant de se dire ça maintenant, c'est-à-dire que ça n'est pas si loin en même temps. Ça paraît, voilà, c'est le XIXe siècle, mais pour moi c'était encore relié à quelqu'un, mon arrière-grand-mère, que j'ai très bien connue, puisqu'elle est disparue, elle était assez âgée. Et voilà, donc j'ai été amenée à faire le lien avec ma propre famille. Alors, ça peut paraître curieux que dans un livre sur la petite danseuse, j'en arrive à parler, bon, c'est dans les dernières pages, mais j'en arrive à parler de ma propre famille. Mais c'est aussi parce que je crois que sinon, le livre n'aurait pas été complet tel que je le concevais.
Je pense que chacun d'entre nous a un rapport singulier à une œuvre d'art, qu'il y a forcément une part d'inconscient, quelque chose qu'on ne sait pas avant d'y songer vraiment, avant d'y réfléchir. Et en quelque sorte, quand j'ai commencé cette enquête, je ne savais pas du tout ce que j'allais découvrir. En fait, je savais très peu de choses sur le modèle, je ne savais rien, sur la sculpture. Enfin, donc, comme disait Julien Green, j'écris des livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Et eh bien, en cours de route, j'ai aussi appris quelque chose sur moi-même. Et je crois que c'est peut-être ça le cœur du livre. Au fond, c'est que nous avons chacun un rapport singulier, personnel, intime, unique à une œuvre d'art, et que le livre aurait été incomplet si je n'avais pas à un moment donné quelques pistes du rapport que j'entretiens moi avec cette œuvre. Sûrement, et le fait que ce soit un chef-d'œuvre et un chef-d'œuvre inclassable, en fait, développe encore ce que vous venez de dire. On a un rapport à vie avec cette œuvre. Vous n'allez pas vous en débarrasser comme ça. Non, vous le savez déjà. Oui, oui. Vous le savez, vous allez continuer à vivre avec. Nous nous sommes beaucoup interrogés, toutes les deux, sur le format singulier de l'œuvre et aussi sur l'âge de 14 ans que Degas annonce, puisque, contrairement à beaucoup de ses œuvres, lui-même donne un titre à celle-ci. Donc, nous nous sommes dit qu'elle était comme une grande poupée, en fait, un peu gênante, qu'elle était à l'âge entre l'enfant et l'adulte où tout tournait. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout d'un coup, m'est apparu très récemment, hier, à cause de vous, qu'en fait, Degas la connaissait depuis qu'elle avait l'âge de 8 ans. Et je n'y avais jamais songé. Je ne l'ai pas écrit dans l'article. Et tout d'un coup, je l'ai compris. C'est-à-dire que dans le carnet de Degas, il y a Antoinette, petite blonde, 12 ans. Et quand il écrit Antoinette, petite blonde, 12 ans, c'est la sœur aînée de Marie. Et Marie a 4 ans de moins que sa sœur. Ce qui veut dire que Degas a connu la famille Van Goghem, certainement, car la mère, qui veillait beaucoup sur ses filles, y voyait aussi un grand intérêt. Elle les exploitait quelque part, et très certainement, elle lui a fait connaître sa nichée. Il a d'ailleurs dessiné les 3 jeunes filles, et que donc Marie la connaît depuis qu'elle a l'âge de 8 ans. Et tout d'un coup, cette sculpture, il va y travailler alors qu'elle a 14 ans, puisqu'il expose quand elle n'en a 15. Pourquoi, d'une part, et d'autre part, ce que j'ai compris aussi, toujours revenir à la chronologie, Marie n'est rentrée à l'école de danse que 2 ans plus tôt. Ce qui veut dire que cette petite fille qu'il a vue grandir, très certainement, qu'il a connue à l'âge de 8 ans, il s'y serait vraiment intéressée à partir du moment où elle est rentrée à l'école de danse de l'opéra, c'est-à-dire où elle est devenue une danseuse, une enfant danseuse, une élève danseuse. Et ça date d'hier, de cette nuit en fait, donc c'est assez récent. Mais je pense qu'il y a aussi à réfléchir là-dessus. C'est la danseuse qui l'intéresse, plus que la jeune fille, mais en même temps, c'est cette jeune fille dont le corps n'est pas terminé qu'il va sculpter, dessiner et finalement faire cette œuvre, chef-d'œuvre et gênante. Vous m'avez dit que vous la trouviez gênante aussi. Disons que c'est une œuvre qui hante l'esprit, qui est difficile à écarter de la mémoire. Et gênante parce que j'ai tendance à penser à la façon dont elle a été accueillie, au scandale que cela a produit, tout ce qu'on a pu lire dans les journaux à l'époque, et j'espère qu'elle n'en a pas eu d'écho, parce que c'était vraiment terrible, hein, un avorton, un singe, enfin, on parlait d'elle en tant que modèle. Enfin, l'œuvre, justement, l'œuvre et le modèle se confondaient dans un même rejet. Donc un avorton, un singe, elle a l'air vicieuse, elle a l'air d'une criminelle, la future prostituée, enfin
ça a été voilà, on l'appelait la petite Nana en référence au roman de Zola. Et donc c'est aussi assez douloureux de penser à elle sous cet angle-là. Et pour revenir à cette question de l'opéra, moi je me suis demandé effectivement pour les dates si elle n'avait pas pu avant cela être à l'opéra de la rue Pelletier, puisque finalement l'opéra a brûlé et toutes les archives ont disparu, il me semble, de l'opéra Pelletier. Donc je me demandais si elle n'avait pas pu avant être inscrite en fait déjà à l'opéra. Je ne sais pas. On n'est pas de... Oui, je ne sais pas. Ce qui me semble bizarre, c'est qu'elle ne passe que 2 ans à l'école de danse avant de rentrer dans le ballet, mais il faut dire aussi qu'à l'époque, les danseuses n'avaient pas la formation qu'elles ont maintenant et avaient un cycle de formation beaucoup plus court, en fait. Ce qui est très impressionnant aussi dans cette œuvre, c'est évidemment la position de cette jeune fille, qui est une position de défatigage, si on peut dire. Elle n'est pas en train de danser, elle n'est pas dans l'un des quelques mouvements que Degas connaît, parce que ça c'est très intéressant aussi. Vous savez qu'il y a une célèbre caricature de Degas en danseuse de Manzy. De même, et j'ai fait la relation, qu'il y a une célèbre caricature de Théophile Gautier, qui a été le premier critique de danse bien des années plus tôt, mais qui lui a créé la critique de danse vraiment en danseuse aussi. Et l'un comme l'autre, en fait, ne connaissent pas la danse de l'intérieur. Ils ne connaissent pas la danse, ils voient des cours de danse, et bien sûr, ils ne l'ont jamais pratiqué. Donc, ils restent sur un certain nombre de poses ou de mouvements qui sont ceux qu'ils ont repérés en fait. Ce sont ceux aussi, vous savez que les photographes, très souvent dans la salle, pendant les répétitions, on entend le clic des photographes tous au même moment. Au moment où la fille tire l'arabesque, par exemple, ou au moment de la pose, avec les bras en l'air. Certains de ces mouvements sont très connus, on les repère et donc on les reproduit. Et c'est vrai que Degas dessine inlassablement, mais un vocabulaire assez limité finalement, dégagé avant, dégagé derrière, à la seconde, plié à la seconde, ou en quatrième, comme ça. Donc la position de défatigage est importante. Ce qui nous a frappé aussi l'une et l'autre dans cette sculpture, c'est que quand vous la voyez... Ah, j'étais trop loin, voilà. Quand vous la voyez de face, de dos ou de profil, en fait, le dos et la face sont assez différents. Et nous étions arrivés toutes les deux à la conclusion d'ailleurs que ça n'était pas Marie, quasiment. On l'avait débaptisée toutes les deux en fait. Hein, et que la petite danseuse de 14 ans était la petite danseuse de 14 ans et que Marie Van Goten était quelqu'un d'autre, ce qui est évident d'ailleurs. Donc nous nous étions interrogés sur ces deux positions de face ou de profil, avec les épaules en arrière, les trapèzes qu'on voit bien, et surtout la position exagérée de la tête que vous voyez très bien sur la pose du milieu. Oui, d'ailleurs, c'est amusant parce que Elisabeth Platel, avec qui j'ai fait une émission récemment, disait, en tournant autour de la statue, sous certains angles, elle la prendrait tout de suite, si elle passait une audition, elle la prendrait tout de suite, et sous d'autres angles, non, ça n'allait pas, la position n'était pas correcte. C'est assez amusant. Parce que donc la position est exagérée, là. Oui. La position est exagérée. Alors, effectivement, dire que c'est une position de défatigage ou de repos est sûrement excessif quand on pense aux heures qu'elle devait passer, certainement, en posant pour Degas. C'est-à-dire que oui. Degas était très intransigeant, ne supportait pas le moindre mouvement pendant les séances de pause, et donc qui pouvaient durer des heures. Donc cette fameuse pose de repos devait être extrêmement fatigante. Les bras tirés en arrière, les épaules comme ça, tirées en arrière sans bouger du tout, ça devait être une épreuve. C'était peut-être beaucoup plus fatigant de poser pour Degas que de répéter à l'opéra. C'est pas impossible. Donc on voit la position de la tête et on voit aussi la forme de la tête qui est exagérée, parce que quand on regarde les portraits que nous avons, les trois têtes, le dessin de Degas de ces trois études de tête de danseuse, et c'est Marie Van Goten, vous voyez qu'elle n'a pas du tout le côté que la critique a évidemment souligné, le côté prognate qu'on voit sur l'œuvre. Donc, c'est une jeune fille plutôt ronde et plutôt charmante, qui n'a pas du tout l'aspect caricatural que lui a donné Degas. Et ça nous a beaucoup troublés aussi,
la façon dont, quelque part, il malmène. Il l'a enlaidi volontairement. Oui, il l'a enlaidi volontairement pour qu'elle corresponde à ce que lui voulait faire. Et c'est aussi une phrase que je voulais retrouver, c'est qu'il dit que la différence entre voir une chose et la voir en la dessinant est immense. Pour vous, la différence entre voir une chose et l'écrire est également extrêmement différent. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Bien sûr, parce qu'il faut saisir avec des mots une réalité concrète, physique, matérielle, c'est évidemment tout à fait différent. Mais là, je pense qu'il y a une autre, sans doute, une autre raison à l'enlaidissement, enfin, la façon de traiter le visage. Je crois que Degas adhérait plus ou moins, c'est difficile de savoir s'il adhérait à ces théories qui étaient en vogue à l'époque, hein, les pseudo-scientifiques, où l'on pensait, enfin certains scientifiques de l'époque pensaient qu'on avait en quelque sorte une tête, une physionomie qui correspondait à son origine sociale et à son destin futur, qu'on pouvait déduire directement de l'origine sociale. Et donc cette idée que quand on était né dans les bas-fonds, qu'on était né dans les classes populaires, eh bien, on avait forcément un destin qui nous promettait pour les femmes la prostitution, pour les hommes d'être criminels, voleurs. Et on avait on pourrait appeler ça presque un délit de faciès avant l'heure. On avait le visage qui correspondait, donc le menton prognate, le front bas, l'air bestial. Et bon, il semblerait que Degas ait voulu adapter une partie de ses théories à la représentation de Marie van Goethem, parce qu'elle ne ressemble pas, le visage ne ressemble pas à celui de la sculpture. Donc c'est difficile d'interpréter. Est-ce que c'était au contraire pour montrer à la bonne société, au public cultivé de l'époque, que s'il la trouvait laide, eh bien c'était parce que c'était aussi c'était leur vice à eux, et notamment le vice des abonnés, les fameux abonnés de l'opéra, les protecteurs des petits rats de l'opéra. Eh bien c'était eux qui lui donnaient ce destin, en fait. Donc on voyait sur son visage le destin qu'elle allait avoir à cause de la façon dont elle était traitée à l'opéra, notamment par les hommes. L'histoire était écrite. Voilà, en fait. Voilà, écrite sur son visage. Oui. Alors l'histoire était écrite, l'histoire de ces jeunes filles souvent est écrite parce qu'elles viennent donc de milieux... c'est pas encore le moment où être danseuse à l'opéra est quelque chose de tout à fait respectable. Ça va tourner. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça tourne dans les années qui vont suivre. Ce moment où Degas, comme disait joliment Henri Loiret il y a quelques jours, il a dit « Degas est entré à l'opéra dans les années 70, il n'en est jamais ressorti ». J'ai trouvé que l'expression était très belle parce que dans les biographies de nos danseuses actuelles, vous trouvez Claire-Marie Hosta est entrée à l'opéra en telle année. Et cette idée de Degas entrant à l'opéra et y restant, j'ai trouvé que c'était une très belle idée. Mais la respectabilité bourgeoise, en fait, qui s'attache à la danseuse de l'opéra, va venir dans quelques années, dans très peu d'années. Elle va venir à cause de deux facteurs. D'abord parce qu'ils vont rentrer dans le ballet des jeunes filles d'origine italienne ou espagnole, même des étoiles d'origine italienne ou espagnole, venues de très bonnes familles, venues de pays où il n'y avait pas cette connotation, en fait, qu'on trouvait alors en France. Et puis après, bien sûr, il y a le déferlement des ballets russes qui va encore modifier la vision que la société a des danseurs, parce que là, toute l'intelligentsia, en fait, va se passionner pour les ballets russes et va y trouver des vedettes, des modèles, que sais-je. Donc c'est aussi, dans ces années, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des derniers moments où s'attache
aux danseuses de l'opéra cette espèce de petit parfum pas très net, qui va durer un petit peu, puisque Jacques Roucher, qui a été directeur de l'opéra entre 1914 et 1944, quelle date, disait aux danseuses qui étaient venues protester parce qu'elles trouvaient que leurs émoluments étaient trop faibles, « Mais mesdemoiselles, vous avez le foyer ». Le foyer, c'était l'endroit où les danseuses pouvaient rencontrer les abonnés. Donc, vous voyez que l'histoire a duré quand même un bon moment, mais que c'est effectivement une partie de l'histoire de notre petite danseuse. Et vous avez relevé aussi, Camille, que Degas avait montré Marie dans un tout autre moment et dans un tout autre costume, qui est l'écolière. Oui, ça m'a beaucoup troublée parce que je trouve qu'on la reconnaît, hein, et elle a un chapeau, un petit tailleur, une jupe longue, et surtout elle a des livres à la main, et puis le titre, l'écolière, montre qu'elle aurait pu avoir cet autre destin, ce destin d'une jeune fille qui va à l'école, qui étudie. Et donc c'est d'autant plus poignant de se rendre compte que cette petite danseuse de 14 ans, eh bien, aurait pu avoir une autre vie. Et Degas, je crois, a pensé cela, a voulu aussi montrer ce qu'elle aurait été sans ce destin qu'on lui a imposé, qu'elle n'a évidemment pas choisi. J'y avais pas pensé. J'avais pas vu l'espèce de blanc au noir ou de noir au blanc que représentent ces deux œuvres. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, évidemment, elle n'a pas du tout la même pose, hein, elle n'a pas les pions d'or, etc., mais la tête est toujours légèrement relevée. Oui. Peut-être, cette jeune fille avait l'habitude, effectivement, d'avoir le menton plus relevé. Alors, de ce fait, vous êtes intéressé à l'éducation des filles. Évidemment, j'ai compris que c'était c'était la nouvelle obsession. Ça. Voilà, ça c'est la suite de l'enquête, car comme vous disiez, ça n'est pas fini. Et donc là, vous venez de m'offrir très gentiment un livre là-dessus. Oui, donc je vais me replonger là-dedans. J'ai envie de savoir si elle est allée à l'école. L'éducation des filles. Voilà, l'éducation des filles. Oui, ça j'ai compris. L'affaire continuait. Oui. Moi, je m'intéresse aux coiffures, là. Oui. Ça y est, j'ai commencé sur les cheveux. C'est ma nouvelle obsession. Celles qui ont une raie, celles qui n'en ont pas, celles qui ont une natte, celles qui n'en ont pas, celles qui ont une frange et pourquoi, etc. On vit dans ces obsessions. Je vous dis, on s'en débarrasse pas comme ça. Donc, un autre chapitre important, c'est évidemment les hommes. Donc, toutes ces danseuses ont des protecteurs. Degas est tout à fait au fait de ces histoires. Il fréquente le foyer de la danse. Il aime beaucoup y passer quelques moments, d'ailleurs. Il connaît très très bien la famille Halévy et Ludovic Halévy, qui a sorti ce roman qui s'appelle Les Petites Cardinales et qui est l'histoire justement de deux danseuses de l'opéra, plus ou moins vendues par leur mère et qui sont pour l'une protégées et pour l'autre non. Il y a énormément de dessins, de monotypes, de gravures, etc. Sur ce rapport entre ceux qu'on a appelés les habits noirs, et les Goncourt, notamment, décrivent très bien la scène en parlant des habits noirs penchés sur des épaules nues. Et ça donne bien l'idée de ces couloirs de l'opéra, de ces couloirs des loges, comme vous les voyez là, où les abonnés parlent avec les danseuses ou avec leurs mères, car nous allons parler des mères, personnages importants dans cette histoire, mais on les voit là, hommes en habits noirs, le haut de forme sur la tête, pas si jeunes, plutôt chauves pour certains, comme on peut voir, peut-être pas si séduisants que ça, mais qui tiennent compagnie aux danseuses et qui, pour beaucoup, en sont les protecteurs. Oui, on les voit dans de nombreuses toiles de Degas, hein, dans ces ombres noires avec le chapeau, 8 reflets, hein, assez prédateurs, enfin, qui observent, qui regarde. Il y a dans ce texte de Théophile Gautier qui est antérieur, qui s'appelle Le Rat, où Théophile Gautier a des mots très durs pour évoquer ses abonnés, enfin, en disant que c'est un véritable marché aux esclaves, l'Opéra de Paris, que les petits rats sont vraiment livrés par leur mère, en effet. Il y a des textes aussi chez Balzac là-dessus.
sont les mères qui servent d'intermédiaires, qu'on peut vraiment appeler là, pour le coup, des mères maquerelles, qui servent d'intermédiaires, qui présentent leurs filles aux abonnés, futurs protecteurs, espèrent-elles. Donc c'est toujours en arrière-plan, enfin très souvent en arrière-plan, quand elles font engager leurs filles à l'opéra, l'arrière-plan, c'est en effet de trouver les hommes, le foyer, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Alors évidemment, ce n'est pas la totalité des cas, hein, on ne peut pas non plus généraliser, mais on sait qu'il y a une bonne partie de ces jeunes filles, ce qui est dans l'histoire de l'opéra, puisque depuis le XVIIe siècle, le fait d'être inscrite pour des jeunes femmes, d'être inscrites ce qu'on appelait sur les rôles de l'opéra, c'est-à-dire de faire partie du personnel, d'être sur la liste du personnel de l'opéra, leur donnait l'indépendance. C'est-à-dire qu'elles n'étaient plus les filles de leur père, les femmes de leur mari ou les sœurs de leurs frères, mais qu'elles accédaient à une certaine indépendance. Le revers de la médaille étant évidemment qu'elles n'avaient plus de protecteur masculin, si on peut dire, et qu'elles étaient censées s'assumer elles-mêmes à un moment où les femmes n'avaient pas de métier et pas de possibilité justement de s'assumer elles-mêmes. Donc il y a toujours eu, dans toute l'histoire de l'opéra, jusque vers là, le milieu du... Encore une fois, Degas, c'est très intéressant parce que c'est le moment où ça tourne aussi, où la danse devient aussi un vrai métier, avec le développement de la technique, avec le développement des études, avec le développement de la chorégraphie, où l'opéra s'ouvre, encore une fois, à des danseurs, des danseuses étrangers, et on va faire entrer du sang neuf aussi. Et là, les choses vont tourner. Et la respectabilité bourgeoise, d'ailleurs, on s'interroge beaucoup, parce que Degas a dessiné les trois filles. Antoinette, qui est arrivée trop âgée en France et qui n'a pas pu rentrer à l'école de l'opéra, qui donc n'a jamais été dans le ballet, mais était marcheuse, ce qu'on appelait marcheuse, c'est-à-dire figurante, la petite Marie, et puis la troisième, qui a fait une longue et brillante carrière à l'opéra, elle y est devenue professeur aussi, et ça a été un des premiers professeurs d'Yvette Chauviré, très célèbre et illustre danseuse étoile de l'opéra. Donc vous voyez aussi la façon dont les choses ont évolué. Et dans les mémoires de certaines de ces danseuses, on peut voir qu'elles n'aimaient pas tellement qu'on rappelle qu'elles avaient été dessinées par Degas. Pour elles, ce n'était pas un compliment, et ce n'était pas une chose dont on pouvait se targuer, parce que déjà, ça avait un petit parfum de scandale. Bon. Il n'y a probablement jamais eu de scandale, parce que s'il y avait eu, ces mauvaises langues des Goncourt se seraient empressées dans leur journal de relater tout ce qu'on peut imaginer. Donc vraisemblablement, Degas s'intéressait à ces modèles pour l'œuvre, pour son œuvre, et par amusement aussi. C'est Halévy qui dit qu'il fréquentait le foyer et les coulisses, et qu'il aimait beaucoup fréquenter le foyer et les coulisses, et s'y amusait beaucoup. Mais bon, sans plus. Hein, il n'y a jamais eu autour de Degas de ce parfum de scandale. Du tout. D'ailleurs, les contemporains parlent volontiers de la chasteté légendaire de Degas. Oui. Il n'y a que dans des biographies qui viennent d'outre-Atlantique où ils nous inventent des choses, d'ailleurs, qui sont tout à fait étonnantes. Enfin bon, on passe. Donc, en fait, le monde des hommes est un corollaire quasi obligé de ce monde des femmes. C'est le noir et le blanc, hein, c'est le tutu et l'habit noir, et ça va le rester, encore une fois. Alors, vous savez que le foyer de la danse, où les abonnés avaient accès, a été fermé, toujours par Roucher, entre les deux guerres. Et ça a été un tollé abominable. Il y a des ambassadeurs qui ont menacé de rendre leurs lettres de créance s'ils n'avaient plus accès au foyer. Ça fait un drame absolu, tant ces messieurs pensaient que c'était le meilleur lieu de chasse qu'on puisse rêver. Les mères, tout un chapitre. Les mères, dans l'œuvre de Degas, accompagnent leurs filles, comme vous le voyez là. Le banc est toujours visible dans les couloirs de l'opéra. C'est très amusant aussi, dans ces dessins et ces tableaux de Degas, on retrouve un mobilier qui est le mobilier des coulisses, en fait, qui n'en est pas vraiment un. Les mobiliers, à l'époque, étaient fabriqués pour les coulisses par les menuisiers de la salle de l'opéra. Donc on retrouve le banc, on retrouve la chaise à dossier plein. Aussi, on en a fait mettre de côté, d'ailleurs, parce qu'ils sont... historique quelque part, mais là on retrouve ce couple. En fait, il y a un trio infernal, c'est la danseuse, sa mère et l'abonné. Alors là aussi, vous êtes intéressé aux mères.
Oui, parce que c'est... D'abord, ce sont souvent elles qui signent les contrats, parce que il y a beaucoup de... Vous êtes intéressé, je crois, à la question aussi. Hein, il y a beaucoup de mères célibataires, en fait, dont le mari a disparu, on ne sait où. On ne sait où. Et donc, ce sont les mères qui négocient les contrats, qui ensuite négocient avec les abonnés. Balzac en fait une description, je cite dans le livre, dans Les comédiens sans le savoir, une description terrifiant de la mère qui veut absolument placer sa fille. Et donc, on les voit beaucoup dans les toiles de Degas aussi en arrière-plan. Elles assistaient assez souvent aux répétitions. La mère de Marie s'était fait engager plusieurs fois comme habilleuse. Et d'ailleurs, j'ai eu cette surprise aussi, ça a été un moment pour moi frappant aussi, au moment des archives, où j'ai consulté les archives de l'état civil, de constater que la mère de Marie von Goethem était morte à l'opéra. C'est-à-dire que sur l'avis de décès, il est indiqué décédée à l'Opéra de Paris. Donc je n'ai pas eu plus de détails, mais en tout cas, alors évidemment Marie n'était plus depuis longtemps à l'opéra, mais la plus jeune, donc Charlotte, enfin qui avait pris le nom de Charlotte, s'appelait Louise Joséphine à l'origine. Elle a changé de prénom officiellement d'ailleurs, parce qu'on retrouve la trace de ce changement de prénom dans l'état civil. Charlotte donc a poursuivi sa carrière, et sans doute que sa mère, jusqu'à son propre décès, continuait à venir la voir danser ou donner des cours. À l'époque, elle était déjà professeure. Donc finalement, les archives permettent de reconstituer des moments de vie où cette mère, jusqu'au bout, c'était sa vie, l'opéra, avec ou sans certaines de ses filles. C'était aussi sa vie à elle. Les mères signent souvent les contrats de leurs filles, sont les seules à signer les contrats de leurs filles quand elles rentrent à l'école de danse. Très souvent, elles signent d'Anix. Elles sont blanchisseuses, fruitières, marchandes, habilleuses souvent. Elles rentrent dans la maison. Ce sont des métiers qui, dès qu'elles arrivent à rentrer dans l'opéra, sont des métiers qui ne sont pas si mal payés. Elles gagnent 1 franc par soirée, ce qui est pas mal, ce que gagnent aussi les petites filles du ballet quand elles font de la figuration dans les œuvres. C'est pour ces familles important. Alors là, pour une autre raison, moi j'aime beaucoup ce pastel parce qu'on y voit un mur des couloirs du Palais Garnier, que ceux qui ont fréquenté les coulisses du Palais Garnier connaissent, qui était peint dans ce rosâtre absolument immonde, et qui malheureusement était repeint en un gris tout à fait honorable et tout à fait, etc. Et il n'est plus dans ce rosâtre historique, ce qui m'a rendu folle de rage. Donc là, la mère, vous aviez déjà, pour d'autres livres, été confronté à ce monde des archives? Non, pas vraiment, non. Mais en revanche, le monde de l'opéra et le rôle des mères, je l'avais un petit peu étudié dans un de mes livres précédents, donc les fiancées du diable, sur la représentation des femmes terrifiantes dans l'art. Et donc je savais que ce milieu de l'opéra était aussi un lieu de débauche, de vice, mais je n'avais pas eu accès aux archives, non. Quand nous aurons fini, vous allez penser que c'est vraiment l'antre du diable. Alors, les poses, les magnifiques dessins, il fallait quand même en montrer 2, les magnifiques dessins, dont un est dans l'exposition d'ailleurs, de ces gestes justement, de ces gestes récurrents que vous trouvez dans le dessin, la peinture, les études de Degas, où ça serait amusant de faire une espèce de vocabulaire gestuel de l'œuvre de Degas, parce qu'on les retrouve au fil du temps, en fait. On les retrouve, notamment ce geste de défatigue aussi, avec la main au milieu du dos, entre les omoplates, là où ça tire, hein, dans les trapèzes et au milieu du dos. Ces dessins de Degas, vous les avez regardés beaucoup passionnément, longtemps, oui, vous avez recommencé Oui, et ce qui me frappe, c'est
c'est que Degas s'intéresse surtout à l'envers du décor, en effet, les gestes de fatigue, les bâillements, les étirements, les moments qui ne sont pas les moments que le public connaît, c'est-à-dire que c'est toujours la coulisse, les répétitions, les cours de danse, mais très rarement, comme vous le rappeliez, très rarement dans ces toiles et dans ces dessins, très rarement le moment du spectacle. On voit de temps en temps, en effet, une danseuse étoile avec un bouquet à la fin d'un ballet, mais la plupart du temps, ce sont des pauses, des moments de relâche ou d'ennui ou de fatigue, surtout beaucoup de fatigue. Une danseuse qui se masse la cheville, qui effectivement se masse les omoplates, enfin, c'est les bâillements, beaucoup, c'est fascinant et je trouve que c'est vraiment très intéressant que Degas se soit passionné pour cet envers de ce qu'on montre ordinairement. Alors pour qui aime le spectacle, la danse ou le lyrique, le monde des coulisses est un monde fascinant. Le monde des coulisses, c'est la forêt enchantée. Quand vous le connaissez, quand vous êtes rentré dedans, il prend même plus d'importance que le spectacle fini, que ce qu'on voit sur scène. Et vous avez beaucoup de mal à le quitter, en fait, quand on quitte la maison, parce qu'un jour, on s'en va. Ce qu'on appelle la maison, c'est l'Opéra de Paris. Tous les gens qui ont travaillé à l'Opéra de Paris l'appellent la maison. Ça en dit long, d'ailleurs, sur leur attachement. Et quand vous le quittez, parce qu'un jour, on s'en va quand même, la chose que vous regrettez le plus, c'est pas la salle somptueuse, c'est grandiose spectacle, mais c'est ce monde de travail que vous avez derrière, c'est l'atelier de couture, c'est les coulisses, c'est les classes de danse, et je pense que Degas a été pris par ça aussi. Je pense aussi qu'il a été pris parce que c'était un monde du silence, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on s'y tait, mais ça veut dire que ce travail quotidien qu'on reprend, qui pour lui est semblable à son travail, puisqu'il reprenait aussi, qu'il recommençait, etc. D'abord, ça a certainement dû beaucoup le toucher. L'idée aussi que c'est l'artiste qui met la barre lui-même. Une danseuse, on lui demande de faire 2 tours, elle fera 2 tours, mais immédiatement après, elle essaiera d'en faire 3. Hein, parce que si on lui en a demandé 2, c'est que peut-être elle peut en faire 3. Et ce monde de discipline assumée, moi je le vois vraiment très en écho avec son œuvre. Qu'en plus il ait eu affaire à des gens très jeunes, le monde des danseurs est fascinant, ils sont tous jeunes, ils sont tous beaux. Donc, ça, c'est assez agréable. Évidemment, il travaille énormément, tous les jours à la barre et il travaille derrière quand on répète, etc. Je le vois vraiment comme un écho de cette passion que Degas avait pour le trait toujours recommencer. On voit dans ses dessins où la jambe pointée, il refait à côté une jambe pointée, une jambe pointée, une jambe pointée, une jambe pointée, parce qu'il n'arrive jamais à avoir la forme. C'est comme ça qu'on travaille en littérature aussi. Oui, non, mais je crois que le parallèle est très juste. Degas disait « j'ai passé ma vie à essayer ». Il reprenait sans cesse, et d'ailleurs la petite danseuse de 14 ans, il l'a repris, il y a des lettres de 1903, c'est-à-dire bien longtemps après plus de 20 ans après la seule exposition où il l'a montrée, il la reprend, il remodèle, donc il retravaillait sans cesse, c'était une véritable obsession, et donc je crois qu'en effet, on peut faire le parallèle avec le travail de la danseuse, la répétition au sens premier. Le mot est... Oui, bien sûr. Le mot dit bien ce qu'il veut dire. Vous avez resserré au maximum, sur votre travail, vous avez resserré au maximum sur la petite danseuse. Vous l'avez vraiment cernée, vous l'avez capturée. Et ça aussi, c'est un mot sur lequel toutes les deux, nous nous sommes arrêtés. Nous nous sommes dit que la capture, c'était à la fois un mot de chasseur et un mot de photographe. Oui, c'est Paul Valéry, je crois, qui dit que les danseuses, il ne les enjôle pas, il les capture. Oui. Et c'est un mot de photographe, et c'est le moment aussi où Degas s'intéresse beaucoup à la photographie, oui,
quelque chose de fixé. Puis bon, enfin, c'était aussi la pose durait très longtemps en photographie. Et ça m'a passionné aussi. Vous avez resserré le cadre au plus près de la sculpture. Et par exemple, il y a très peu d'échos dans votre livre, ça c'est un prochain livre à écrire, il y a très peu d'échos sur le Paris d'alors, l'intérieur de l'opéra, le quartier Bréda, où habitait cette petite fille, et qui sont tous en fait collés à cette histoire en fait. Hein, c'est derrière l'histoire d'un quartier. Voilà, aussi, derrière il y a quand même toute le 9e arrondissement. Voilà, il y a toute une histoire de Paris qui affleure derrière. C'était voulu, conscient, organisé depuis le début. Oui, c'est-à-dire que je me suis retrouvée en effet dans cet environnement, dans ce paysage, dans cette histoire, parce que c'est une enquête qui m'a amenée à suivre des pistes historiques, sociales, esthétiques bien sûr, mais je voulais me concentrer sur la petite danseuse, l'œuvre et le modèle. Donc je me suis servi de certains éléments que j'ai trouvés sur le Paris de l'époque. Et c'est passionnant d'ailleurs, oui, c'est vraiment, c'est passionnant, les livres de Corbin, mais tout ça demande évidemment un autre livre. Oui, oui. Alors, je crois que nous allons arriver au bout de notre rencontre. Alors là, quand même, je voulais vous en parler. Hein. Vous avez écrit, vous, « Je n'avais pas beaucoup de sympathie pour Degas en commençant cette étude. » La conversation s'arrête. Évidemment, là, bon... Il va falloir vous en expliquer, parce que je ne peux pas partir là-dessus, c'est pas possible. Mais c'est vrai, quand j'ai commencé, je n'avais pas beaucoup de sympathie. Oui, mais c'est quand j'ai commencé, j'ai appris à l'aimer. Si vous lisez, il y a une autre phrase où je dis que j'ai appris à l'aimer, que finalement, je ne veux pas dire en terminant cette enquête, parce qu'elle n'est pas terminée, mais j'ai appris à l'aimer, mais il faut bien avouer qu'il a des côtés très antipathiques. Par exemple, tout ce que... D'abord, il était de notoriété publique très misogyne. Enfin, il a dit des choses épouvantables sur les femmes. Il n'avait pas beaucoup de considération, manifestement, pour elles. Il les enlaidissait constamment. Il trouvait que les femmes ne comprenaient rien ni à l'art, ni à la littérature. Enfin, il y a vraiment quantité de choses dans sa correspondance, dans tous les témoignages de ses contemporains pour dire qu'il était misogyne. Il était antisémite, il était très anti-Dreyfusard, il s'est même brouillé donc, avec ses amis, ses meilleurs amis, la famille Halévy, au moment de l'affaire Dreyfus. Donc je ne peux pas dire que tout cela me le rendait très proche, il faut bien le dire, mais il y a aussi bon, évidemment c'était un génie, ça c'est une chose, mais même l'homme dans son malheur, parce que je pense que c'est une vie assez malheureuse. Il est devenu aveugle à la fin de sa vie, il marchait pendant des heures dans Paris. Il y a quelque chose de très douloureux dans cette vie. Et puis, les contemporains témoignent aussi de ce qui pouvait être très, très tendre et même parfois un peu midinette, puisque cette fameuse phrase « J'ai enfermé mon cœur dans un soulier de satin rose », a priori, même si ce n'est pas exactement la citation de Degas, c'est l'esprit tel que la phrase a été rapportée par Daniel Halévy. Bon, c'est tout de même une phrase presque mièvre pour un homme qui avait cette réputation d'intransigeance. Donc, en fait, ce qui m'attache à lui, c'est le paradoxe qui est sans doute en chacun de nous et qui, chez lui, est très, très fort. Il y a comme des forces contraires en lui. Vous avez compris que la conversation ne peut que s'arrêter après que ce que Camille a dit à une des veuves de Degas. Merci beaucoup. Merci.